je sais pas si vous m'entendez. Il y en a qui peuvent faire un pouce ou quelque chose comme ça. Et on attend Armel qui va pas tarder à se connecter. Du coup, est-ce que vous m'entendez? Au niveau du son, est-ce que vous m'entendez? Bonjour à tous. Bonjour, il y a des gens qui se connectent. Ah, vous m'entendez mal, d'accord. Merci Olivier. Merde. Ah, merci toujours Olivier. Merci. On attend Armel qui va pas tarder à se connecter et on pourra commencer. Merci d'être là. Merci d'être là puis de ne pas avoir lâché pour aller faire un apéro en terrasse tant attendu du coup. C'est vraiment sympa. Donc on a fait un essai tout à l'heure avec Armel, ça fonctionnait. Donc normalement je devrais pas avoir les mêmes problèmes que la dernière fois, mais bon, on n'est pas à l'abri. Donc hop, on l'attend encore quelques minutes. Elle devrait pas tarder. J'espère que vous allez tous bien. N'hésitez pas à me dire, à me dire en commentaire où vous allez, comment s'est passée votre journée. Ça me permet d'en savoir un peu plus sur vous. Alors, c'est bizarre qu'elle se connecte pas. Je sais pas quelle heure. Ah, il reste encore un petit peu de temps. J'avais pris un peu d'avance pour être sûr que tout roule. Ah bah super, merci. Écoute, avant la journée s'est bien passée. Du coup, bah, c'est le soleil, ça tout de suite, ça va beaucoup mieux. Alors, je vérifie qu'elle s'est pas connectée. Pas pour l'instant. Ça devrait pas tarder. Hop, hop, hop. Alors, salut Clara. Ah, c'est sympa. En plus, il y a Clara qui est en stage avec nous, avec moi, qui nous a rejoint. Donc, c'est bizarre qu'elle se connecte pas, Armel. Je vais lui laisser un peu de temps, sinon je lui enverrai un petit SMS. Voilà, la voilà. Parfait. Alors, hop, je vais l'inviter. Là, je vais envoyer une invitation. Normalement, ça devrait être bon. Bonjour à tous. Ah ben voilà, c'est parfait. Bonjour à tous et bonjour Armel du coup. Je baisse Bonjour. un petit peu parce que je suis plus dans le cadre. Voilà. Donc bonjour à tous. Je disais merci à tout le monde de ne pas avoir couru vers les terrasses et de nous consacrer un peu de temps parce que tout à l'heure je me suis dit que c'était peut-être pas le timing idéal en fait, mais c'est pas grave, on est des folles et ça va bien se passer. Exactement, peur de rien. Voilà. Donc, on accueille du coup Armel et je la remercie de participer à ce live. Avant de commencer, je voudrais juste faire une petite introduction pour vous expliquer pourquoi Armel. En fait, je l'ai rencontrée via LinkedIn en début d'année parce qu'elle a fait une superbe conférence TEDx qui s'intitulait «Comment le tourisme va sauver le monde». Si vous la connaissez pas, je vous invite à la regarder. Si vous voulez, je vous enverrai le lien, donc n'hésitez pas à me le dire. Et suite à ça, j'ai intégré HEC et on m'a dit, il faudrait créer un board comme tu es toute seule à porter le projet. Et franchement, j'ai tout de suite pensé à Armel parce que la conférence TEDx m'avait vraiment marqué. Et alors, j'ai pris mon courage à deux mains. J'ai envoyé un mail et elle a accepté. Donc, j'ai quand même vraiment eu beaucoup de chance. Et donc, depuis, on échange et elle me consacre du temps et c'est vraiment super sympa de sa part. Et donc, je suis ravie de l'avoir aujourd'hui avec nous pour qu'elle nous présente du coup l'étude qu'elle a réalisée sur le tourisme en 2030. Donc, merci d'être là et merci à vous d'être là aussi. Et du coup, avant d'aller plus loin, je vais quand même la laisser se présenter à vous. Eh ben, merci beaucoup pour cette introduction et surtout pour ton invitation.
Avec Euh, plaisir. Très court, j'ai eu la chance de finaliser mes études de droit en faisant un tour du monde des stations de ski. Donc, j'en ai visité et j'ai skié dans 280 d'entre elles, dans pays sur 5 continents pendant D'accord. quasiment 2 ans. Et puis, une fois que ce projet était terminé, j'avais plus trop envie de faire de la fusion-acquisition Je peux d'entreprise. comprendre. J'avais envie de travailler dans le secteur du tourisme et des marques de sport outdoor. Et c'est pour ça que j'ai créé Switch, qui est donc une agence spécialisée dans les études prospectives et dans la stratégie marketing. Donc les études prospectives, c'est ce qui permet de faire des prévisions pour le futur. Je fais la distinction entre des prévisions et des prédictions. Parce que la prévision, ça s'appuie sur des données sérieuses, sur des principes et des méthodes scientifiques. Les prédictions, ça peut être un petit peu plus aléatoire, on va dire. D'accord. Et puis en stratégie marketing, je travaille surtout sur la marque. Donc on travaille aussi bien pour des offices de tourisme, des communautés de communes, à l'échelle des États aussi, et puis des régions, des départements, etc. Et puis on travaille aussi pour des groupes hôteliers, voilà, tout organisme qui est en lien avec le tourisme. Et pour les marques de sport, on travaille donc avec des distributeurs comme Intersport par exemple ou le groupe Decathlon, et on travaille aussi pour la plupart des marques que vous pouvez porter lorsque vous faites du Quand on ski, descend les pistes. du trail ou même du surf en mer et du bateau aussi. D'accord. Ah oui, donc c'est vraiment très large. Ouais. Alors, avant de rentrer plus dans le concret, juste si vous avez des questions les uns les autres, n'hésitez pas à les poser dans le chat. On y répondra soit au fur et à mesure, soit à la fin. Enfin, on va voir comment ça se déroule. Parce que la dernière fois, j'avais dit qu'on y répondra à la fin, mais en fait, dans le timing, ça s'y prêtait bien sur le moment. Donc voilà, mais on n'oubliera pas les questions, promis. Donc voilà, et bah, du coup c'est chouette de faire la suite, la suite de la dernière réunion, parce que enfin la dernière présentation, on a vraiment parlé concret pour cette année la dernière fois, et là on se projette à 2030 parce que c'est quand même le moment de se réinventer. Et puis bah finalement 10 ans dans une vie d'entrepreneur, c'est assez rapide, hein, donc il y a quand même des choses à mettre en place et c'est bien de les anticiper pour être en avance aussi et gagner du temps sur les autres. Donc voilà, c'est le moment. Du coup, Armelle va nous présenter son étude prospective qu'elle a réalisée sur le tourisme en 2030. Et avant, bah, du coup, est-ce que tu peux nous dire où tu as trouvé toutes les datas, comment tu as fonctionné avant de rentrer dans le concret? Oui, je peux. Alors, je suis à peu près 900 sources d'informations dans Ah oui, 4 pays. L'idée, c'est que quand on fait ce travail, il ne faut pas avoir une vision, enfin j'évite en tout cas d'avoir une vision franco-française du sujet. Et en fait, il y a une dimension culturelle qui est extrêmement importante dans la perception du monde et la perception du sens dans lequel notre monde et nos sociétés vont. Euh, donc c'est important de pas se focaliser uniquement sur ce qui se passe en France, sauf à faire une étude oui, uniquement le périmètre de la France, mais c'était pas mon objectif. Et pour information, en fait, la présentation que je vous fais, il va y avoir enfin, il existe en fait déjà un support qui est téléchargeable gratuitement sur SlideShare. L'adresse de tête, ça doit être slideshare.net/armelou. Et là, vous tombez en fait sur la totalité des supports que j'ai mis en ligne. Et donc, c'est le dernier actuellement. Et sinon juste, je te coupe, sinon j'ai mis un lien en téléchargement dans la bio. Ah bah merci. Si c'est plus simple, j'ai mis le lien dans la bio. Voilà, Mm, l'avant-dernière page. mm. Il y a une grosse partie des sources, des données, donc il y a plus d'une quarantaine de sources proposées, sachant que en fait sur certains liens, en fait se cachent des fois des centaines de liens. Donc D'accord. cadeau empoisonné en fait. Moi, je vous rassure, avant, il y a des choses vachement intéressantes et il n'y a pas de choses cachées dans les slides d'avant. Donc, je vous invite vraiment à la télécharger parce que c'est hyper riche. Ok. Donc, du coup, dans cette étude, tu as déniché 8 tendances, on va dire, dans le tourisme de demain.
L'idée serait que tu nous les présentes pour que chacun puisse en prendre connaissance, voir déjà à titre personnel s'ils se reconnaissent là-dedans, si voilà, c'est intéressant hein, parce qu'on n'est pas non, enfin on est à la fois des voyageurs et à la fois des professionnels et puis voilà nous expliquer chaque tendance pour qu'on se prépare. Ça marche. Alors, en préambule, ce que je voulais dire, c'est que la pandémie, elle a pas créé de problème dans le secteur du tourisme, elle les a révélés. Et, il faut Ouais. pas se tromper là-dessus. Et en fait, cette crise mondiale, ça a été surtout un catalyseur de signaux faibles qui étaient voilà, là plus ou moins latents, plus ou moins exprimés. Et du coup, ce qui était juste des signaux faibles sont devenus des tendances majeures. Donc ça a juste accéléré le timing de cette montée en puissance de ces signaux faibles vers des tendances. Et puis, je voulais aussi dire que l'année dernière, Je t'entends plus. alors est-ce que là Ah, tu... là c'est bon. Ouais. J'ai posé le téléphone parce que Ah, le tenir à bout de bras ouais, en c'est un peu. c'est quand même un peu dur. Non, mais quand tu seras une pro, il y aura une copine qui, enfin, une pro des lives, une copine qui, comme moi, m'a offert un pied, tu vois, pour pas le tenir, tu vois. Alors, je suis pas encore une pro des lives, mais elle avait déjà piqué pour moi pour mes stories, donc. T'as des bonnes copines, c'est bien. Ouais, je confirme. Donc, du coup, l'année dernière, j'avais considéré qu'il y avait un avant et un après crise de la Covid. Bon, force est de constater qu'en fait, c'est pas tout à fait ça et que c'est plutôt un avant et un avec crise sanitaire au pluriel, Mm. parce qu'en fait, on se rend compte quand on regarde un certain nombre d'études liées aux impacts du réchauffement climatique, qu'en réalité, c'est le début Ouais. d'une série de pandémies assez importantes. Et bon, bah là, c'était le galop d'essai, grosso modo. Voilà. Là, je On pense a que tu as raison. appris Faut qu'on se et prépare à vivre avec il des faut se choses comme ça. préparer à d'autres Mm. choses. Ouais. Euh, Ça, c'est un petit peu le tableau un peu noir. Bon, voilà, c'est une pandémie qui a été d'une violence assez inouïe dans l'industrie du tourisme. D'après l'Organisation mondiale du tourisme, en fait, on devrait retrouver les niveaux de 2019 autour de 2023. Donc, les gars, il nous reste 2 ans à Voilà. tenir, 2 ans et demi. Donc, vous voyez, on est plus proche de la fin que du début. Mais faut tenir le coup parce que bon, avant 2019, il y avait d'autres années et ça marchait quand même. Donc, il faut, voilà. Effectivement. Donc, je passe sur les chiffres parce qu'ils sont dans l'étude et c'est pas forcément ce qu'il y a de plus rigolo. Mais voilà, je vais vous présenter un peu ces tendances, sachant que je me suis posé 2 questions en fait quand j'ai étudié toutes ces sources. La première, c'était comment on peut concilier l'anxiété de la clientèle autour de la contraction de maladies, que ce soit la Covid ou d'autres maladies d'ailleurs, avec leur besoin de se détendre, parce que déjà qu'en temps normal, on a besoin de se détendre, mais Ouais. là, après 1 an et demi de confinement à répétition, d'annonces particulièrement Mm. anxiogènes, avec un va-et-vient dans les annonces qui étaient avec beaucoup de contradictions, du coup, Ouais. ça devient très compliqué de prévoir. Et quand on ne peut pas prévoir, même à court terme, eh bien, ça met tout le monde en tension. Donc ça, c'était la première question. Et la deuxième question, c'était comment en fait le sentiment de repos et de bien-être peut s'épanouir chez les visiteurs, chez les touristes, dans des lieux où les irritants qui sont liés aux contraintes d'une manière générale et aux contraintes sanitaires, aux règles sanitaires en particulier, comment en fait on peut réussir à s'épanouir dans ce Dans ce contexte-là. contexte. Et finalement, eh bien, comment les visiteurs vont se comporter, de quoi ils ont envie, de quoi ils ont besoin dans les 9 prochaines années. Voilà. Donc la première tendance, c'est ce que j'appelle le passage d'un tourisme de masse à un tourisme d'espace. Alors, c'est pas dans l'ordre d'importance, c'est des tendances. Si c'est ça, c'est des touristes, ils sont classés par ordre d'importance, les tendances Non, ou... elles ne Non, sont pas ouais, classées par ordre voilà. d'importance, elles sont classées par ordre d'arrivée, par Voilà, ordre d'accord, chronologique. très bien. Et celle-ci, je l'ai identifiée en 2016 lorsque j'ai fait mon deuxième tour du monde, qui D'accord. était un tour du monde des stations balnéaires. Et ça m'a vraiment frappée en fait. C'était à l'époque un signal
signal faible. Et là, c'est vraiment une tendance très forte. Ce qui est en sous-jacent, c'est la question du surtourisme, en fait. Et très clairement, les conséquences de cette tendance ne me font pas plaisir. Enfin, je tiens à le préciser parce que c'est pas une étude d'opinion. Je présente pas mes opinions personnelles sur cette étude. Je présente vraiment des résultats d'analyse de données. Factuel. Et c'est assez factuel. Et clairement, si j'avais pu éviter cette tendance, ça m'aurait bien fait plaisir. Parce que finalement que le tourisme physique d'espace soit un tourisme de niche réservé à une élite financière, ça m'amuse pas du tout et ça me fait franchement pas plaisir. Donc ce tourisme de masse, ce tourisme physique d'espace, il est lié à une recherche de lieux qui sont préservés, qui sont peu fréquentés, avec une qualité de service qui est vraiment maximale et une relation humaine qui est très forte. Et à contrario, on a un tourisme de masse qui peut se pratiquer de façon virtuelle, du coup immobile ou quasi immobile, soit pour des gens qui n'ont pas les moyens financiers de se payer un déplacement physique, soit pour des gens j'ai envie de dire, pour des gens qui veulent préparer leur voyage ou prolonger leur expérience de voyage pour voir des sites, visiter des sites qu'ils n'ont pas pu visiter pendant leur voyage ou qu'ils n'ont pas l'occasion tout simplement de visiter, ou pour les voir d'une manière différente de leur voyage. Et par exemple, l'UNESCO a numérisé la totalité des sites classés par cet organisme. Ah oui, j'ai entendu ça quand on a parlé dans le podcast de François, mais j'étais en train de courir et je m'étais dit, il faut que je regarde. Enfin, je trouvais que c'était hallucinant comme info et ça doit vraiment être super. Enfin, et j'ai pas pris le temps. Donc là, alors, c'est assez génial. Moi, j'ai fait la visite virtuelle des ruines de Pompéi. Donc, on peut s'approcher jusqu'à 1 cm du sol et puis aller à plusieurs dizaines de mètres de hauteur. Donc, autant même si tu fais la visite de Pompéi, en général, tu t'allonges pas par terre pour regarder 1 cm. Ouais, non, normalement, non. Tu t'envoles pas au-dessus à plusieurs dizaines de mètres. Donc, ça fait des expériences qui sont assez géniales. Après, il manque le goût de la pizza à Naples, mais sinon... oui. Il n'y a pas les odeurs. Voilà. Mais selon l'expérience qui est proposée avec des lunettes à réalité virtuelle, on peut avoir le son aussi au-delà de l'image. Pour l'instant, on n'a pas les odeurs, mais on peut avoir certaines sensations. Clairement, la qualité de service, elle est limitée. La relation humaine, elle est vraiment inexistante. Quasiment inexistante. Sous cette forme-là. Cela dit, on voit aussi des visites virtuelles de musées où en fait, on a rendez-vous avec un guide et le guide fait la visite et on peut lui poser plein de questions. Là aussi, on peut s'approcher très près des œuvres ou au contraire s'éloigner. Il y a une interaction avec le groupe pendant la visite. Donc, ça peut être vraiment très sympathique. Et puis, ce qui est sûr, c'est que vous pouvez regarder des œuvres comme la Joconde, par exemple, sans avoir à attendre votre tour et en voyant tout le monde avec son petit téléphone là qui est devant. C'est ça. Faire une photo. Et donc, finalement, ça peut être sympa aussi. Les vacanciers, ils sont prêts à ça déjà ou c'est plutôt des... Enfin, comment c'est accueilli? On le sait déjà ou... Alors, les retours qu'on a sont sur 2 temps, en fait. C'est surtout sur l'avant-voyage, pour préparer son voyage. Éventuellement, faire l'impasse sur certains sites en se disant on va aller visiter des sites secondaires et du coup avoir moins de monde, mais on aura quand même vu les must-see, les must-do finalement. Je rejoins là-dessus parce que c'est vrai que moi quand j'étais au Pérou, je t'interromps, mais en fait forcément tu vas voir Machu Picchu en fait quand tu vas au Pérou forcément. Et en fait la veille on a vu un autre site qui s'appelle Pisac, on était tout seul, j'ai trouvé que c'était exceptionnel, j'ai adoré et finalement j'en garde un meilleur souvenir que le Machu Picchu, même si je suis contente de l'avoir vu et je me demande si on aurait eu la réalité virtuelle, ça aurait pas été. Enfin voilà, c'est peut-être effectivement une solution pour désengorger des gros sites. C'est aussi intéressant pour d'autres applications qui sont dans le cadre de la réservation pour pouvoir, par exemple, visiter un hôtel ou choisir, par exemple, précisément sa chambre d'hôtel. Il y a des clients pour qui c'est très important de choisir très précisément la chambre d'hôtel, savoir quelle vue ils vont avoir. Il y a des clients qui adorent les surprises et il y en a qui ont horreur de ça. Et donc, toute la partie virtuelle, en fait, permet de préparer son voyage d'une manière très intéressante. Et puis, en après-voyage, ça vous permet de revivre
quelque part l'expérience, parce que vous avez eu les odeurs, vous avez eu le son, vous avez eu toute la partie sensorielle, et ça peut permettre d'approfondir une visite qui a déjà été faite, et on voit qu'il y a pas mal de visiteurs qui vont un peu revivre leur expérience de voyage de cette manière-là. Ce qu'on voit aussi, c'est des gens qui vont vivre des expériences virtuelles pour des propositions pour lesquelles ils n'ont pas envie de faire l'effort ou ils ne se sentent pas capables. Par exemple, Saint-Gervais a numérisé intégralement l'ascension du Mont Blanc. D'accord. Moi, j'ai eu l'occasion de la faire donc de façon virtuelle. Ça ne m'intéresse absolument pas de marcher en montagne. Moi, je skie énormément, mais je déteste marcher. D'accord. Par contre, j'ai toujours voulu faire l'ascension du Mont Blanc parce qu'il y a quelque chose de mythique pour moi. Et la réalité, c'est que le Mont Blanc, c'est l'autoroute. C'est-à-dire que vous pouvez avoir parfois plusieurs milliers de personnes qui tentent l'ascension du Mont Blanc dans une même journée. Donc, autant vous dire que les grands espaces, la tranquillité, le grand air, l'expérience, elle est un peu gâchée. Et cette numérisation, elle a été faite notamment pendant la Golden Hour. Donc les images sont absolument sublimes. Il n'y a personne sur les images et quelque part, ça vous permet de vraiment vivre l'expérience sans avoir à subir l'ascension en montagne. Moi, ça me va très bien. Ouais, c'est vrai que après, voilà, c'est pas pour tout le monde. Une fois de plus, il n'y a pas de solution taille unique ou one size fits all. Il y a des gens à qui ça plaît, d'autres à qui ça plaît pas. Moi, je juge pas. Je constate simplement des tendances et des souhaits pour un certain nombre de pratiquants. D'accord, ouais. Ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que pendant les confinements successifs, eh bien, toutes ces visites virtuelles, elles ont eu un succès phénoménal. Et ça, je trouve que c'est quand même très intéressant. Ouais, ça montre quand même que les gens avaient besoin de culture et tout ça, enfin, avaient besoin de changer les idées. Donc, ça peut aussi être une alternative. À pas oublier, ça peut être un complément et tout ça, mais ça peut être, en tout cas, une chose à prendre en compte et à pas oublier. Absolument. Alors, la tendance suivante, c'est ce que j'appelle un monde sans friction. C'est vraiment l'idée d'une expérience globale de voyage qui est la plus fluide possible, où il n'y a pas de rupture de charge. Parfois, dans le tourisme, on parle d'expérience sans couture. Et ça fait quand même référence au fait que 64% des consommateurs pensent que l'expérience client est plus importante que le prix. Et en fait, on voit que les gens sont prêts à payer beaucoup plus cher pour avoir une expérience touristique vraiment qualitative. On a aussi, j'ai un chiffre qui est sorti là récemment, donc c'est 51% des clients n'iront plus dans une destination ou n'utiliseront plus un service d'une marque touristique après une seule expérience négative. Donc, il faut pas se louper, ouais. C'est raide, faut pas se louper, ça pardonne pas. C'est plus de la moitié des consommateurs et du coup, je trouve que pour les professionnels du tourisme, c'est quand même pas anodin. Ouais, c'est la pression quand même. Enfin, ouais, c'est dur, hein, c'est le coup près, quoi. Enfin... Mais la concurrence, elle est absolument terrible, elle est rude, on n'a plus le droit à l'erreur. Et s'il y a une erreur, il faut pouvoir être en capacité de la récupérer immédiatement, soit en faisant un geste commercial, mais bon, si moi je suis pas tellement fan de cette approche-là, je préfère proposer un service supplémentaire. Je trouve qu'en termes d'expérience, c'est toujours mieux. Ça montre que vous êtes capable de corriger et ça montre aussi qu'il ne faut pas dégrader le prix d'une expérience touristique quelle qu'elle soit. Et puis ça laisse un souvenir, alors que rendre de l'argent, il y a rien si l'expérience derrière, je pense à un massage, c'est probablement ce qui me ferait plaisir, mais ce genre de choses, du coup, ça laisse un souvenir derrière, alors que l'argent, c'est pas. L'argent, on finit par oublier. Par contre, la mauvaise expérience, le souvenir de la mauvaise expérience, il reste, très clairement. Il y a Hôtel Tandem de Strasbourg qui dit qu'il est complètement d'accord avec ça. Bon, parfait. Ne dégradez pas votre prix et votre marge. Par contre, offrir un peu plus, c'est toujours mieux pour vos clients. Et donc, du coup, sur cette expérience sans couture et sans friction, c'est vraiment l'idée que il faut qu'on arrive à réussir, et ça, c'est un défi collectif de toute l'industrie, c'est-à-dire que c'est pas chaque entité toute seule qui va y arriver, c'est vraiment collectivement réussir à construire une expérience qui, de la réservation jusqu'au retour à la maison, et même après, fasse que ces ruptures de charge, elles soient gommées, elles soient les moins douloureuses possibles. Et ça peut se faire qu'en imbriquant en fait les différents services et les différentes phases du voyage entre elles.
Ouais. Alors j'aime bien donner l'exemple des gares Hyperloop parce que on entend beaucoup parler de l'Hyperloop, des transports en transport, des trajets sur ce qu'on appelle les 100 derniers kilomètres en drone et Hang. Je trouve ça assez génial en prospective et quand on travaille sur les futurs possibles. Tout ça, c'est très bien, mais si en fait la gare de drone, enfin l'aérodrome finalement pour les drones Ehang n'est pas parfaitement connecté avec la gare d'arrivée de l'Hyperloop, et ben en fait cette rupture, elle aura quand même lieu. Et le sujet là, c'est finalement on sait déplacer des masses importantes à des très grandes vitesses. Principe de l'avion, hein, on met 300 personnes dans une boîte et puis on leur fait faire la moitié de la Terre en 10 heures, grosso modo, c'est quand même très Ouais, rapide. c'est quand même pas mal. Mais par contre, on sait très mal gérer les 100 derniers kilomètres et encore moins bien les 5 derniers kilomètres. C'est le problème déjà récurrent avec le train, le problème de la Exactement. SNCF, quoi, les derniers kilomètres. Exactement. Et donc le sujet, il est là. Eh bien, il est de réduire ces irritants, de gérer le transport des bagages, de gérer le transport du matériel de sport pour ceux qui partent faire des aventures sportives à l'autre bout du monde, et de réussir à mieux traiter ces aspects-là sur le sujet du transport. Après, sur la vie sur place, eh bien, c'est le développement de tout ce qui est cashless, hein. Donc, c'est l'idée de ne pas avoir à mettre en permanence la main à la poche, mais de développer des systèmes de bracelets, des systèmes de paiement. On voit bien les paiements mobiles, hein, qui de plus en plus ont lieu. Et c'est aussi sur le fait de gommer des irritants, travailler sur tout ce qui est sound design, c'est-à-dire avoir des espaces de silence pur et dur, et puis des espaces très animés. Et en fait, c'est très difficile de faire antagoniste. Et le sujet, il est là, en fait. Je travaille sur le sound design, notamment dans des resorts, dans des stations balnéaires ou dans des stations de ski, ou dès qu'on est sur des espaces où on a en fait des rythmes de population différentes avec des fréquentations de cibles différentes, quand on a une famille avec des enfants en très bas âge ou quand vous avez des jeunes adultes qui ont envie de s'amuser, l'offre n'est pas la même et du coup, il faut réussir à faire... les attentes, pardon, ne sont pas les mêmes. Il faut réussir à faire cohabiter ces populations-là. Et le travail sur le sound design est particulièrement important. Et puis, alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit apparaître depuis l'année dernière un nombre de labels incroyables pour rassurer et garantir les conditions de sécurité sanitaire, garantir la bonne santé des consommateurs, etc. Et là, bien, on voit qu'il y a un enjeu qui est majeur sur ce sujet-là. Les labels, c'est une chose. Je crois que c'est important aussi de certes rassurer, mais de ne pas être trop anxiogène dans sa prise de parole. Je trouve que les destinations touristiques, pour l'instant, sont un peu trop anxiogènes dans leur prise de parole et il faudrait réussir à gommer un peu tout ça en rajoutant un peu plus d'humour, notamment. Même si c'est un ingrédient qui est particulièrement difficile à doser. D'abord parce qu'il ne se traduit pas ou peu, très très mal. Hein. L'humour, en fait, c'est une violation bénigne de la norme. Et en réalité, une norme, c'est quoi? C'est une référence qu'on partage tous. Et en fait, d'un pays à l'autre, on ne partage pas la même norme et on n'a pas tous les mêmes références. Donc c'est pour ça que nous, les blagues de Belges, ça nous fait marrer. Les Belges, eux, ça nous fait marrer. En général, ils ont les mêmes pour les Français. Voilà, ça s'exporte peu, quoi. Mais c'est vrai que c'était déjà le sujet, Clarisse, on en avait parlé dans le dernier live du sanitaire, et de dire qu'il fallait une communication claire, quoi. Surtout que ce soit clair et voilà, qu'on ne fasse pas d'étonne non plus, mais que ça soit clair et que les gens ils s'y retrouvent, en fait. Tout à fait. La troisième tendance, c'est ce que j'appelle l'hypertourisme. Alors là, on est dans une tendance complètement binaire et quasi antagoniste. C'est-à-dire qu'on a d'un côté des séjours en hyperconnexion et de l'autre côté des séjours en hyper-déconnexion. Donc sur l'hyperconnexion, forcément l'expérience elle est hyper dépersonnalisée, elle est hyper virtuelle, hyper déshumanisée, complètement aseptisée, contrôlée, avec une qualité de service qui est standardisée.
Bon, voilà, dit comme ça peut faire peur, mais Ouais, une je pense fois, qu'il y en a qui aiment. Hein. il y a des gens qui adorent ça, Mm. il y a des gens qui ont besoin de cette qualité de service standardisée, ça les rassure, c'est comme ça qu'ils se sentent bien, et il faut pas juger. Et à Et on côté de sait, ça, pardon, et on sait par exemple s'il y a des pays du monde qui sont plus sujets à apprécier l'hyperconnexion ou des pays qu'on pourrait visiter qui sont plus sujets à ça ou pas du tout encore aujourd'hui? non, enfin en tout cas Non, moi j'ai rien trouvé sur ce sujet. Il y d'accord. a certainement des études, mais Ça va, pas ouais, eu. ça va peut-être s'affiner dans les années à venir. Ouais. Après, c'est aussi très lié au mode de vie Mm. et aux personnalités des gens. Donc, c'est voilà, c'est Ouais, une c'est ça. élément en tout cas. Et puis, l'autre partie de cette tendance, donc l'hyper-déconnexion, on touche au retour à l'intime, aux soins du corps, à la réflexion personnelle, au développement personnel, aux retrouvailles avec soi, mais aussi avec ses proches. Ouais. Et évidemment avec la nature. Donc du coup, on est sur une expérience touristique qui est complètement déscénarisée, qui est hyper personnalisée, hyper humaine, hyper naturelle, qui est de plus en plus éthique, où la qualité de service est de plus en plus importante et où il y a une place importante aussi pour l'inactivité et le silence. Donc ça, Ouais. c'est vraiment intéressant de l'intégrer. Il y Du a coup, une ça rejoint le point d'avant aussi, quoi. Du coup, sur le oui, silence et il tout y a ça. une acceptation de certains aléas, c'est-à-dire si l'expérience n'est pas parfaite, c'est pas très grave finalement. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'en fait, les clients ne sont pas 100% en hyperconnexion ou 100% en hyperdéconnexion. Vous pouvez avoir une partie de votre séjour qui va être hyper déconnecté dans un séjour connecté globalement, ou vous pouvez avoir par exemple dans une même cellule familiale mettons 4 personnes qui vont être déconnectées et une personne qui va être totalement connectée qui va en fait piloter le groupe. Donc, il faut quand même pouvoir gérer tout ça, c'est au même endroit, quoi. Exactement, il faut pouvoir gérer tout ça. Et il faut quelque part accepter, et c'est ça qui est difficile, d'avoir une proposition de valeur où on assume d'être hyper déconnecté ou au contraire hyper connecté. Et pour ceux qui le souhaitent, eh bien, avoir cette possibilité de passer de l'un à l'autre très rapidement. Donc, ouais, c'est intéressant. Ouais. La quatrième tendance, c'est ce que j'appelle le tourisme partout et tout le temps. Donc, on touche à ce qu'on appelle les staycations. Alors, j'ai découvert le terme en français il n'y a pas très longtemps, c'est le locatourisme. Ah, je Pour, connaissais pas non plus. pour ceux qui veulent parler un français pur. D'accord. Euh, Ça touche au slow tourisme, donc tourisme lent, au pleasure, c'est-à-dire un mélange de temps personnel et de visites personnelles dans le cadre d'un voyage d'affaires, et ça touche au worldly, c'est-à-dire le fait de travailler quelques heures pendant son temps de vacances sur son lieu de vacances. Donc autant dire que la pandémie a boosté cette C'est tendance ça, ouais. à 100 à l'heure. Du coup, ce tourisme partout et tout le temps, eh bien, il brouille en fait les frontières entre la vie à la maison et le C'est le travail. séjour où on Ouais. se déplace et où on emmène son travail sur son lieu de travail. Euh, En fait, il y donc, avait déjà plus des fois de frontières entre la semaine et le week-end, mais là, c'est vrai que ça se brouille encore plus entre la vie et les vacances. En fait, ça se exactement. mélange. Alors, je ne sais pas si dans notre auditoire, il y a des gens qui sont aussi vieilles, enfin vieux et vieilles que moi, qui ont connu l'époque où on pouvait vivre sans téléphone portable. Alors, moi, j'ai toujours travaillé avec un téléphone portable, mais je me souviens que quand j'étais petite, ma mère, par exemple, elle n'avait pas de téléphone portable, Oui, et moi quand aussi. elle rentrait à la maison, le bureau, c'était terminé, quoi. Tout ce qui se passait au bureau, elle pouvait éventuellement y penser, mais je veux dire, elle avait plus ses outils de travail Ouais. pour reprendre un dossier ou éventuellement être contactée. Bon, on voit que là, les frontières, elles ont complètement explosé, ce qui ne va pas sans poser de problèmes juridiques d'ailleurs hein, pour Oui, un certain nombre d'employeurs, l'employeur. et Ouais. de problèmes de déconnexion aussi pour un certain nombre d'employés. Donc là, on navigue entre deux approches, le staycation, le slow tourisme, et puis le pleasure, le worldly day, où on a des séjours en staycation qui sont plus courts, à proximité de son domicile, avec un très faible engagement technique. Je vois Ouais, il y a une porte qui une s'est ouverte. tentative de rentrer dans notre live. Et on est en staycation et en slow tourisme, on est plutôt sur des séjours, des expériences déconnectées avec des budgets qui sont très faibles.
À contrario, le Bleisure et les Whirlidé, on est sur des séjours beaucoup plus longs et on peut aller sur des séjours allant jusqu'à plusieurs semaines, voire plusieurs mois, loin de son domicile, enfin en tout cas plus loin de son domicile, où la connexion Internet est assez essentielle, justement pour pouvoir travailler, et où les budgets sont beaucoup plus importants. Et du coup, le conseil, c'est quand même que les établissements hôteliers, enfin les établissements de tourisme, aient quand même un espace de travail en fait prévu Oui, dans le lieu sur place. absolument. Ouais. Je recommande que les établissements hôteliers et en tout cas tous les établissements qui sont susceptibles d'accueillir le public, un petit bureau et puis une bonne connexion Internet, quoi. Et des petits bureaux où là aussi le sound design aura été travaillé, parce que quand vous avez quelqu'un vous essayez de travailler, qu'à côté de vous il y a quelqu'un qui fait une réunion téléphonique avec le casque, et ben autant dire que tout le monde en profite, quoi. Donc le sound design il n'est pas anodin. Récemment, je suis allée dans un hôtel où il y avait une sorte de cabine téléphonique anglaise réaménagée et sur lesquelles ils avaient mis plein de pads en mousse pour absorber le son. Et c'était assez génial, à la fois en termes d'expérience. Ouais, c'est ça. En plus de ça, c'était vraiment profitable pour les gens qui étaient autour parce que du coup, ils bénéficiaient pas ou ils n'étaient pas irrités par la conversation c'est ça. des gens qui étaient à l'intérieur de la cabine. La cinquième tendance, c'est le green tourisme. En fait, c'est la notion d'un tourisme utile qui vise à satisfaire la quête de sens. Et là, on voit qu'une fois de plus, la pandémie a accéléré cette tendance. Où on a l'idée, c'est que vraiment le voyage est un objectif plus ou moins utilitaire, que ce soit social, environnemental, solidaire, ça peut être aussi éthique ou humanitaire. On voit beaucoup d'expériences se développer sur d'anciens théâtres de guerre ou sur des lieux où il y a eu une grosse catastrophe naturelle, par exemple, et où il y a besoin de reconstruire l'habitat, ou sur des sites touristiques, enfin pas forcément des sites touristiques, mais des lieux où la population locale a pas ou peu de moyens. Et on voit de plus en plus de grandes chaînes, notamment, qui proposent à la journée la possibilité d'aller construire une école, enfin participer à la construction d'une école ou d'un dispensaire. Et moi, j'ai pu l'observer notamment sur l'île de Fidji, où en fait le gouvernement s'engage pour toute nouvelle école et tout nouveau dispensaire qui est fabriqué comme ça par des touristes via soit des organismes, soit des resorts locaux, de mettre le personnel à disposition. Ils n'ont pas les moyens d'infrastructures. Par contre, ils ont les moyens de payer le personnel et ensuite, ils ont les moyens de fournir toutes les fournitures de travail, tout ce qui fait tourner une école et tout ce qui fait tourner un hôpital. C'est super intéressant. Ce que je vois, c'est que donc, notamment la chaîne Outrigger Resort, qui est une chaîne hawaïenne au départ, a mis en place un système comme ça à Fidji, qui fidélise énormément leur clientèle parce que ils ont participé à quelque chose, classe, puis d'une deuxième classe, puis d'une troisième classe, et puis de la bibliothèque ou de la salle informatique, etc. Et ils voient aussi les enfants qui grandissent d'année en année et qui profitent de cette infrastructure. Donc il y a des liens très forts qui se créent avec les enfants. C'est extrêmement émouvant. C'est une belle expérience. C'est une très très belle expérience. C'est un tourisme expérientiel là, pour le coup. Complètement. J'ai eu la chance de participer à l'une de ces journées. Et dans mon groupe, il y avait deux groupes de familles qui revenaient, et l'accueil qu'ils ont eu des enfants qui courent à travers l'école pour leur dire bonjour, qui les reconnaissent et tout, ça m'a vachement touchée. Et j'étais assez bluffée, quoi. Donc on voit ce tourisme solidaire qui se développe, et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a vraiment une recherche de co-construction, de coproduction de l'expérience globale avec les habitants, et notamment donc Outrigger Resort demande à son personnel de choisir quel type d'initiative ils veulent mettre en place avec leurs clients. Donc le personnel local est sollicité, et c'est eux qui disent en fonction de leurs besoins sur place. D'accord. Donc c'est super. Ça a d'abord été une école, ensuite un dispensaire, ensuite la construction de jardins en permaculture, ensuite d'autres projets. Enfin, moi je trouve que c'est très intéressant. Donc c'est pas des constructions pour se faire plaisir, quoi. Du tout. Et ça c'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant, et c'est vraiment les gens qui travaillent
les locaux qui décident ce qui est le plus important pour eux, donc ils décident ensemble, et puis ensuite c'est proposé aux visiteurs, et ça c'est super intéressant, quoi. Ouais, Pour c'est vous sûr. donner deux statistiques que j'ai trouvées récemment, il y a 68% des touristes dans le monde qui préfèrent se rendre dans des destinations éco-responsables et 87% des voyageurs qui déclarent qu'ils préféreraient voyager d'une manière pouvant favoriser la réduction de leur impact sur l'environnement. C'est tout bon pour Éticotel, ça. Exactement. Et d'ailleurs, à ce propos, la plupart auraient aimé, parce que c'est une étude Booking, la plupart auraient aimé réserver dans des Mm. hébergements Ouais. éco-responsables. Donc la source, c'est booking.com. C'est une étude qui a été menée sur 29 marchés étrangers auprès de 22 000 visiteurs. Ouais, Donc, ouais, les études je Booking pense sont qu'on a généralement un bien. niveau de précision et de fiabilité qui est assez important Ouais, sur ouais, ces elles sont bien là. documentées, ouais. Euh, alors récemment, là, je suis tombée sur quelque chose que j'ai pas mis dans mon étude, mais je voulais le partager un petit peu en exclu. Ah, Euh, cool. c'est la définition d'une destination écotouristique. Et en fait, il y a 5 critères pour qualifier une destination écotouristique. Le premier, c'est d'adopter une démarche de valorisation touristique qui est respectueuse de l'environnement. La D'accord. deuxième, c'est de proposer des activités d'observation et d'interprétation du milieu naturel et du D'accord. patrimoine culturel traditionnel. Je Le regarde. troisième critère, c'est de générer une expérience touristique qui soit authentique et personnalisée. D'accord. Le quatrième critère, c'est de faire participer activement les communautés locales dans la planification et le développement et l'exploitation de la destination. Donc là, l'exemple, Oui, complètement dedans. Ouais. et le cinquième critère, c'est de contribuer équitablement au bien-être socio-économique des communautés locales. Donc, Ouais. c'est assez C'est intéressant. précis finalement. Et ça, tu l'as trouvé où? Il faudrait que je regarde dans Ouais, mes sources, dans les sources. Là, mais, j'ai regardé, j'ai la mais ouais, présentation et c'est j'ai mis hyper la intéressant. source à la fin du document. Très intéressant. La sixième tendance, c'est le microtourisme. Alors, au départ, j'avais classé les micro-aventures dans le tourisme anytime, anywhere, le tourisme partout et tout le temps. Et puis, depuis l'année dernière, j'ai vu apparaître tout un tas de choses autour du micro, du petit, qui m'ont vraiment fait penser qu'il y a C'est une tendance, ouais. une place pour une tendance nouvelle. Et on voit que d'une manière générale, le minimalisme est dans l'air du temps. Tout ce qui est petit, court, rare, unique, original, voire même marginal, semble avoir beaucoup de succès. Le vent en poupe en ce moment. Exactement, le vent en poupe, c'est le nouveau small is beautiful C'est finalement. ça. Et plus on est dans le modulable, le temporaire, le ludique, plus on peut provoquer les rencontres et les échanges et plus ça fonctionne. Donc je trouve ça très intéressant. Donc on voit des micro-musées apparaître, les tiny house. Alors bon, ça c'est pas nouveau, mais la fréquentation et le désir de vivre en Ouais. tiny house, lui, a Sur le explosé. site, il y en a, on en a deux. Enfin, je pense à deux en France et franchement, enfin, elles sont toutes les deux en Normandie, mais enfin, elles marchent bien, quoi. Enfin, elles sont, parce que les gens ont envie de ça, quoi, d'un truc simple, en fait, je pense, et qui se reconnecte à l'essentiel, en fait. Tout à fait. Mm. On voit aussi apparaître des micro-festivals, donc, et puis bien sûr des micro-aventures, qu'elles soient sportives, culturelles, etc. Donc voilà, vous pouvez faire un micro-festival et une micro-aventure sportive en logeant dans une Micro-maison. micro-maison, en, en buvant une bière issue d'une micro-brasserie Et en faisant un micro-déplacement. et en Ouais, faisant un micro-déplacement. Donc bon, là je pense qu'on a coché toutes les cases pour le micro-tourisme. c'est ça. Trêve de plaisanterie, ma septième tendance, c'est ce que j'appelle le tourisme de l'urgence. Alors ça, c'est un petit peu moins drôle, mais c'est quand même une réalité. Euh, Ce tourisme de l'urgence, il couvre aussi bien ce qu'on appelle le tourisme de la dernière chance, qui a été identifié par des chercheurs près d'Annecy d'ailleurs. Donc, Ah, près de chez moi, je leur big tire mon up. chapeau. Exactement. Ça a été identifié en 2010, donc c'est pas nouveau. Ah oui. Et un autre tourisme qui est le tourisme de revanche, qui lui pour le coup, est complètement circonstanciel, qui est apparu pendant la crise du coronavirus.
coronavirus à l'issue en fait du premier confinement et qui là, je pense, cet été va être particulièrement violent. Et l'hiver prochain aussi, je pense, voilà, que quand on va pouvoir prendre le sommeil. devrait durer 2, 3 ans, puis après ça va se calmer. Mais clairement, le tourisme de la dernière chance, lui, il va continuer de s'amplifier. Alors, qu'est-ce qu'on appelle le tourisme de la dernière chance? Le tourisme de la dernière chance, c'est le fait de visiter un lieu ou un site avant qu'il ne soit irrémédiablement modifié, où ça consiste à observer des écosystèmes, notamment des écosystèmes liés à la biodiversité et à la disparition de cette diversité, avant qu'ils ne soient totalement disparus de la surface de la planète. Alors c'est quelque chose d'assez atroce parce qu'en fait, quand vous allez visiter ce type de site touristique ou observer cette biodiversité, eh bien en fait, ça continue à d'améliorer l'état de ces sites et ça continue à faire disparaître encore plus cette biodiversité. Donc c'est assez cata. Et là, les gens dans ces cas, dans les enquêtes, ils ont cette notion-là qu'en fait, vouloir le faire, ça participe, ils en sont conscients. Ils ont absolument conscience de ça. D'accord. C'est pour ça qu'ils le font. D'accord. Alors, c'est pas pour détruire, évidemment, mais ils ont tout à fait conscience que ils sont sur quelque chose qui relève de la future rareté ou de la rareté, que ça accélère encore plus ce mouvement-là. Certains vous disent, et c'est vrai aussi, que l'argent qui sert à payer cette expérience-là est souvent réinvesti par un certain nombre de parties prenantes pour protéger les sites, pour les préserver, que ces sites sont de plus en plus fermés, soit temporairement, soit définitivement. Et puis pour ce qui est de la biodiversité, alors là c'est encore pire. Certains vous disent telle destination sera bientôt, il y aura plus d'ours polaires à cet endroit-là. Bah c'est pas grave, j'irai dans une autre destination où il y aura des ours polaires. Donc en fait, c'est vraiment on vide le réservoir jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus, et puis après moi le défi. En fait, c'est pour dire j'y étais quoi. Exactement. La motivation numéro 1, c'est constater. La motivation numéro 2, c'est témoigner. Ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est pour le dire dans un repas, quoi. Alors, non, c'est pas forcément. Enfin, c'est rarement de manière statutaire. C'est beaucoup plus pour témoigner auprès de ses enfants, de ses petits-enfants. Bon, moi, je vous avoue que ça me laisse particulièrement sceptique. Moi aussi. Ça fait mal au cœur. Voilà, ça fait mal au cœur. Très clairement, ça fait très, très mal au cœur. Après, ce que je trouve intéressant, c'est les initiatives d'un certain nombre de pays pour préserver justement leur site. L'UNESCO qui fait son travail de classification et qui du coup met un certain nombre de barrières à l'entrée et impose des éléments de protection qui permettent une régénération. Et du coup, doucement mais très sûrement, je glisse vers ma 8e tendance, qui est le tourisme régénératif. Voilà. Bien joué. Et ça, c'est une tendance pour laquelle je pense qu'on peut tous se réjouir. Ouais, ça, c'est une bonne chose. Vraiment l'idée que les touristes, de plus en plus, souhaitent laisser la destination qu'ils ont consommée, finalement, dans un meilleur état que celui dans lequel elle était lorsqu'ils sont arrivés. Donc ça, c'est extrêmement positif. Ça place, finalement, les consommateurs dans des postures de responsabilité, au-delà de la prise de conscience, dans des d'action. Et donc j'aime bien parler de consomme-acteur. Et finalement, ça montre aussi qu'il y a d'autres business models qui sont possibles que des business models de massif finalement et de volume plutôt que de quantité. Et donc le tourisme régénératif, on est clairement dans une approche qualitative plus que quantitative. Alors il y a quelques clés pour le tourisme régénératif. La première, c'est vraiment la question de la sensibilisation, à la fois des parties prenantes locales, pour qu'elles se rendent bien compte de ce que ça représente, et bien entendu des visiteurs. La deuxième clé pour ce tourisme régénératif, c'est la contribution financière pour préserver les lieux qui sont fréquentés. La troisième, donc c'est avec un fléchage direct. Il ne s'agit pas de dire oui, mon séjour global permet de savoir qu'il y a une part de compagnie qui est immédiatement utilisée
pour permettre cette préservation, cette protection, cette régénération de la nature et des espèces et de la biodiversité. La troisième clé, c'est d'accepter de fermer certains espaces qui ont été trop endommagés. Comme c'est le cas en Thaïlande parfois. Exactement, où la Thaïlande ferme temporairement un certain nombre de sites et puis les réouvre ensuite. C'est le cas en montagne aussi, hein, on voit des espaces en montagne qui vont être complètement fermés. Les temps de reproduction, par exemple, de certaines espèces, voilà, ou le temps d'hibernation de certaines espèces. C'est la mise à disposition de moyens de transport qui sont moins polluants. Donc on voit de plus en plus des cartes de golf apparaître, ces petites voiturettes électriques apparaître sur un certain nombre de sites. Ouais, c'est vrai. Ou des manières d'atteindre certains sites en train, par exemple, uniquement, plutôt, ou à vélo, plutôt qu'en voiture, en gros bus ou en paquebot. Ouais, c'est ça. Et les deux dernières clés du tourisme régénératif, c'est l'interdiction d'apporter des espèces animales ou végétales qui peuvent être invasives pour préserver les écosystèmes locaux. On voit bien l'effet de la taxifolia dans la Méditerranée, ce qui a été une catastrophe. Puis le refus évidemment d'exporter des espèces endémiques, justement parce qu'on ne sait pas toujours en fait comment elles vont s'adapter dans leur nouvel habitat, et ça peut être assez dramatique. Et puis dans les exemples assez géniaux pour illustrer tout ça dans les bonnes pratiques, j'aime beaucoup le serment islandais. Ah oui. Que chaque visiteur qui vient en Islande doit lire, comprendre et signer. Je l'aime beaucoup parce qu'il n'est pas du tout moralisateur. En fait, il est plein d'humour, il est court, il est efficace, il est presque poétique. Ouais, c'est une super idée, je trouve. Enfin, vraiment, c'était vraiment une super opération. Et je trouve que en plus, ça engage. Enfin, malgré tout, quand on signe quelque chose, même si on va pas enfin, il y a quand même une espèce d'engagement et on se dit que il y a un acte en fait. Exactement. Voilà, c'était mes 8 tendances. Bah écoute, merci, c'est super intéressant. Déjà, je sais pas à ce point-là, dans les gens qui nous écoutent, s'il y a quelques questions, quelques remarques, si vous vous retrouvez là-dedans, ce sera intéressant de savoir. En tout cas, vous pourrez toujours nous le partager après. Donc ça, c'est intéressant. Et tu t'es pas arrêté là, parce que c'est déjà un gros travail que tu as fait. Donc déjà, bravo. Mais j'ai dans ton étude, tu en plus proposes des plans d'action derrière. Enfin, pour un nouveau tourisme, pour tout ça, quoi. Donc ça, c'est intéressant aussi. Alors, l'année dernière, j'avais fait un gros plan d'action avec plein d'exemples et tout. Je m'étais bien filée. Cette année, j'avoue que je suis restée dans les grands axes. Mais c'est déjà pas mal. C'est gentil, merci. Donc, j'ai proposé 5 grands axes. Le premier, il est... alors, pour le coup, il est très franco-français. C'est de faire du lobbying auprès des décideurs. J'ai été, en fait, particulièrement choquée par ce qui s'est passé cet hiver où les stations de montagne s'étaient hyper préparées avec des protocoles incroyables, avec des dispositifs hyper bien pensés et qui allaient au-delà même de ce que les règles sanitaires préconisaient. Et puis, du jour au lendemain, sans aucune concertation, le président a décidé quasi unilatéralement, parce que je peux vous assurer qu'encore une semaine avant, son ministre, notamment Jean-Baptiste Lemoyne, son secrétaire d'État, était encore en discussion avec les grands acteurs de la montagne et avait une posture qui n'était pas du tout celle que la posture choisie. En 1 minute, dans un discours de 15 minutes, il a quand même fermé la totalité des exploitations de remontées mécaniques en montagne. Et pour vous donner un ordre d'idée, l'hiver, ça représente 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Les chiffres sont tombés il n'y a pas très longtemps en montagne en France, donc il n'y a eu que 2 milliards d'euros qui ont été réalisés, donc une perte de 8 milliards d'euros. Et puis beaucoup d'emplois saisonniers. 120 000 emplois directs, c'est grosso modo c'est 400 000 emplois qui ont été complètement passés à l'as.
avec très peu d'indemnités, puisque seuls les moniteurs de ski et les sociétés d'exploitation de remontées mécaniques ont eu des indemnités, les restaurateurs et les hôteliers un petit peu, mais toutes les autres parties prenantes n'ont absolument rien eu du tout. Et pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'en fait, les acteurs du tourisme en France ne sont absolument pas regroupés dans des syndicats ou dans un syndicat commun. Il n'existe pas un syndicat du tourisme il n'y a pas j'étais dans le bâtiment, donc il y avait la FFB, Fédération française du bâtiment, mais il y a en fait plein de fédérations, des petites associations, quelques petits syndicats entre eux. En montagne, on a par exemple Domaine Skiable de France, qui est le syndicat uniquement pour les exploitants des remontées mécaniques. Mais derrière, ils sont dans un syndicat du tourisme. Mais en fait, exactement. Et toutes les professions. Typiquement, moi, agence de conseil qui travaille à plus de 60% de mon chiffre d'affaires exclusivement avec des acteurs du tourisme, je ne suis pas considérée comme un acteur du tourisme, alors que je vis à 60%. Et même plus de ça. Et puis, accessoirement, mes 40 autres pourcents, c'est les acteurs de la outdoor. Donc, c'est quand même lié. En fait, autant dire, je suis à 100% touchée par ce qui se passe. Et quand le président décide un peu légèrement, enfin même totalement légèrement et de façon complètement irresponsable de la fermeture des stations, des remontées mécaniques, il se rend pas compte que, en fait, ça touche plusieurs centaines de milliers de personnes, voire millions de personnes. Donc là, il y a vraiment un défaut de capacité à être audible par nos gouvernants. Et au-delà de ça, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est leur manque de connaissances. C'est-à-dire que, y compris au plus haut niveau de l'État, notre ministre, Jean-Baptiste Lemoyne, il ne comprend pas comment fonctionne une station de montagne, il ne comprend pas comment fonctionne une station balnéaire, parce qu'il n'est pas les mains dans le cambouis. Et du reste, on ne lui demande pas d'avoir les mains dans le cambouis. Mais il faut des gens autour de lui qui savent quand même, normalement. Ils ne comprennent pas très très bien, ces gens-là. C'est pour ça que là, c'est vrai qu'il faut quand même créer un regroupement. Pas des experts du tourisme. Et malheureusement, ils ne sont pas assez entourés de gens qui sont des vrais techniciens du tourisme et qui savent quels sont les impacts réels et qui savent surtout ce qui se passe. En fait, moi, ce qui m'a choqué, c'est l'absence de confiance du gouvernement dans les professionnels du tourisme. Ça, c'est particulièrement grave. Donc, si on avait eu des lobbies et si on a dans le futur des lobbies efficaces, eh bien, notre voix pourrait être beaucoup plus entendue par nos gouvernements. Donc, ça, c'est pour il y a moi, un vrai truc à faire, en tout cas. Il y a un gros sujet là-dessus. Je sais pas si, je sais qu'il y a un peu d'hôtels qui étaient connectés. Je sais pas s'ils sont toujours là, mais je sais pas si si vous êtes d'accord avec ça, n'hésitez pas à le dire. Voilà. Le deuxième axe, c'est vraiment de redéfinir son business model et son offre, parce que dans ces tendances, eh bien, elles montrent que les offres qu'on avait finalement avant, elles sont plus satisfaisantes pour la clientèle et que forcément, il faut s'adapter de façon assez drastique et assez rapide. La première des choses à faire, c'est d'alléger le plus possible ses conditions de vente, permettre des annulations jusqu'à la dernière minute et être particulièrement rassurant sur ce sujet-là. Je pense que les compagnies aériennes ont extrêmement mal géré leur communication, ont extrêmement mal géré leur dossier. Tous les intermédiaires liés à la vente de billets d'avion, notamment, ça risque d'être très très compliqué pour eux parce qu'il y a un certain nombre, une grosse majorité en fait de gens qui ne se sont pas fait rembourser correctement leurs billets d'avion. Certains même n'ont même pas eu la totalité des taxes qui ont été remboursées, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas volé, donc la prestation n'a pas eu lieu et les taxes n'ont même pas été remboursées. Donc c'est quand même assez grave sur décision des compagnies aériennes et je pense que ça c'était une très 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 grave erreur de la part des compagnies aériennes parce que dans ces temps-là, elles ont tellement besoin de rassurer. Si en plus de ça, elles ne font pas le travail correctement de remboursement, eh bien en fait pour le consommateur, c'est totalement dramatique, quoi. La question de la confiance, elle est essentielle. En fait, sans confiance, il n'y a pas de business possible. C'est vrai que, moi, je suis surprise que tu dis par les compagnies aériennes où j'ai eu affaire qu'à Air France pendant toute cette période. Alors, pas sur le premier confinement, parce que nous, on a eu de la chance, on est revenu 3 semaines avant le confinement. Donc, on s'en est très bien sortis. Mais du coup, on avait réservé pour le deuxième confinement, là, pour cet hiver, ça a été annulé. Et du coup, Air France, c'était quand même, j'ai trouvé plutôt, par rapport à d'habitude, plutôt fluide. Alors, on a un avoir parce qu'on espérait repartir, mais on va pas pouvoir partir. Mais
Du coup, je te dirai après, quand j'aurai voulu récupérer mon avoir, peut-être ça sera plutôt compliqué, mais en tout cas, l'annulation jusque-là j'ai trouvé hyper fluide, quoi. Ah bah, Enfin, tant mieux pour toi. Moi, j'ai pas mm. eu du tout une bonne expérience sur Lufthansa. Ah ouais, Et American Airlines, je ah dois ouais, dire que d'accord. c'était assez catastrophique. Mais peut-être que pour une fois, Air France sort du lot, hein, Who knows? et ce serait une bonne nouvelle. Ensuite, je l'ai déjà dit, mais c'est vraiment de communiquer en rassurant sans être anxiogène, en créant de la désirabilité et un maximum d'émotions. C'est hyper facile à dire comme ça, mais tellement difficile à mettre en œuvre, soyons C'est ça. très honnêtes. La quatrième, Mais c'est pour ça que s'entourer d'un communicant professionnel, c'est bien aussi. Non, mais par moments, il y a des choses qu'on absolument. peut faire seul. Et il y a aussi des choses que, parfois, pas tout, parce qu'on n'a pas forcément le budget, mais il y a peut-être des fois quelque chose qu'on peut déléguer. Et ça, c'est important de le dire aussi, quoi. Ouais. Et attention à qui on délègue, hein. Mm, C'est mm, pas les alternants ou les stagiaires qui sont nécessairement les mieux placés pour parler correctement de son établissement mm, hôtelier notamment. mm. Le quatrième point, c'est de se mettre au marché le plus tôt possible. Je dois dire ma stupeur quand j'ai fait cette étude, donc c'était courant avril. Enfin, j'ai collecté les données depuis bien plus longtemps, mais j'ai rédigé courant avril et début mai. Et je suis allée rechercher un peu un certain nombre d'offres pour cet été. Et j'étais mais enfin, atterrée de voir qu'il y avait plein d'hôtels qui n'avaient pas encore leur politique tarifaire au 15 mai, quoi. Et du coup, bah, il n'est pas possible pour eux de prendre des réservations. Alors, c'était assez amusant parce que j'avais en parallèle des études qui disaient oui, les Français ne sont pas prêts à réserver, où il n'y a pas de prise de réservation. Bah oui, c'est pas possible de prendre des réservations s'il n'y a pas de politique tarifaire et si les modules de réservation ne sont pas ouverts. Donc, Ouais, ça ça, c'est le chat qui se mord la queue. un peu bête. Ça fait des résultats d'études qui sont, enfin, sur lesquels il faut prendre de la hauteur, hein. Mais moi, ça me choque profondément qu'on n'ait pas un an à l'avance des politiques tarifaires pour ceux qui font pas de dynamic pricing, parce que c'est quand même le B à bas. Et pour ceux qui font du dynamic pricing, bon, bah, c'est des modèles prédictifs, donc normalement, ça ne doit pas être un sujet de débat. Oui. Ah, mais c'est aussi pour ça qu'on fait cela, c'est pour qu'ils puissent se préparer, alors pas forcément sur le tarif, mais en tout cas préparer et se mettre en marché et se mettre en marche pour demain, quoi. Ouais. Tout à fait. Et enfin, le dernier point, c'est pas tant un axe comment dire, de plan d'action, mais c'est vraiment une remarque forte. Par pitié pour vos marges, ne baissez pas les prix, mais améliorez votre expérience visiteur, augmentez votre service, votre niveau de service, votre qualité de service, mais ne pratiquez pas une politique suicidaire de baisse des prix parce qu'il y aura toujours un concurrent qui fera moins cher. Et à ce rythme-là, eh bien, vous paierez vos clients pour qu'ils viennent. Donc, c'est pas du tout la solution. Ça, c'est valable sur tous les marchés. Oui. Et quelle que soit l'industrie, ça marche à tous les coups et malheureusement, c'est très rarement appliqué. Ouais, c'est ça. Donc ça, c'est quand même super intéressant. Il y a quand même plein de choses à faire et plein de choses à mettre en place. Donc merci encore. Et le dernier point, parce que encore t'en as rajouté une couche hein, enfin, t'as bien bossé toi. Enfin là, t'as vraiment plus proche de nous en fait pour conclure ton étude. T'as étudié l'expérience visiteur en fait en période de crise sanitaire, parce qu'on l'a dit au départ, ça risque de se renouveler quand même plusieurs fois. Donc il faut vraiment maintenant l'intégrer dans l'expérience pas utilisateur, mais l'expérience visiteur. Et donc, tu as analysé les évolutions et tu as reparé 5 points importants. Donc, je pense que c'est important aussi de les mettre en avant pour ceux qui nous écoutent, pour leur communication. Alors, les 5 dimensions, en fait, enfin, il y a 5 dimensions qui émergent spécifiquement depuis mars 2020 dans la conception et dans la gestion des expériences touristiques. Alors, il n'y a pas d'ordre de priorité, ils sont tous à peu près au même niveau. Évidemment, la sécurité sanitaire, avoir une offre qui soit efficiente, c'est-à-dire que les gens ont besoin d'efficacité, de performance de façon très importante. C'est la question de la connectivité technologique. Voilà, on n'a plus de tolérance pour avoir des lieux non connectés ou faiblement connectés, sauf si c'est un choix assumé. On propose une digital detox et voilà. Et là, il faut l'assumer jusqu'au bout. Il faut l'assumer jusqu'au bout. Et moi, je dis souvent, hein, pour les territoires ou les établissements qui sont installés sur des territoires où la connexion elle est un peu aléatoire,
eh bien, Autant s'en transformez le servir. pépin en pépite Mm. et assumez-le, affirmez-le, faites-en votre différence, mais ne prenez pas au piège vos clients pour qui une connexion très haut débit est un standard et qui découvrent sur place qu'en fait, ils captent du edge dans le C'est meilleur des ça, avec le modem qui fait le bruit, enfin, qu'on a connu quand j'étais jeune. cas. Le quatrième point, c'est donc la quatrième dimension, bah, c'est un accueil bienveillant. Oui, tous les hôteliers et restaurateurs et tous les gens qui travaillent dans le milieu de l'hospitalité sont fatigués et ont été sous le choc comme tous les autres concitoyens, sauf que ben, vous n'avez pas le droit, au moment où vous recevez des clients, de vous plaindre, parce que ça, il n'y a rien de pire que le commerçant qui se plaint. Vous n'avez pas le droit quelque part, ne pas entendre la fatigue, la frustration, la difficulté. Au contraire, c'est malheureux, mais c'est comme ça, c'est votre posture d'accueil. Accueillir, c'est accueillir aussi les émotions et les frustrations des autres. C'est terriblement ingrat comme métier, mais quand ça fonctionne, quand on le fait bien, en fait, on fait complètement basculer les clients dans une autre dimension. Ce qui est très dur quand on fait ça, c'est la répétition. C'est-à-dire accueillir l'agressivité, la frustration d'un client une fois dans une journée, on est à peu près tous capables de le faire. Mais quand c'est 10 fois, 100 fois dans la même journée, c'est insoutenable. Et pour autant, eh ben, c'est notre métier quand on est dans l'hospitalité. Donc, cette question de la bienveillance, elle est particulièrement cruciale. Et si vous êtes à bout, si vous êtes fatigué, eh ben, peut-être que c'est le moment de réfléchir à faire autre chose parce que c'est le dernier moment en ce moment où vous pouvez vous permettre, enfin, vous pouvez Ouais. plus en fait vous permettre d'être dans un accueil qui est pas bienveillant. Il faut se rappeler ce que tu nous as dit au départ avec les 50% où on n'a qu'une chance, quoi. Donc, On c'est n'a vrai que qu'une seule là, encore chance, plus, ouais. On a une seule chance de faire bonne impression. donc ça, c'est important. Ouais, très important. C'est terriblement ingrat, hein. J'ai conscience que ce que je dis est terriblement difficile, c'est Mm. dur, mais c'est la réalité de notre marché. Ouais, mais c'est bien des fois de mettre les choses en Incroyablement face. violente, quoi. C'est bien de dire les choses et de voir la réalité en face. Donc, c'est important aussi. Ouais. Et puis bah, le dernier point, last but not least, c'est la consommation responsable. Et c'est cette capacité finalement à permettre à nos clients de pratiquer un tourisme qui soit en accord avec leurs convictions. Donc ça implique de repenser son sourcing de denrées alimentaires, la manière par exemple, faire les chambres. Est-ce qu'on ne peut pas utiliser des produits naturels, type vinaigre ou la vapeur, plutôt que des produits ultra agressifs. C'est aussi beaucoup mieux pour votre personnel. C'est ça. Voilà, il y a d'autres manières de faire le ménage, il y a d'autres manières de traiter les différents métiers de l'hôtellerie, parce que ça, c'est un truc qui me fascine toujours dans l'hôtellerie, c'est le nombre de métiers Ouais. sur une surface si petite finalement. Ouais, c'est vrai. Ça touche à tout. Voilà, et là, il y a beaucoup de choses à faire sur du circuit court, notamment. Il y a plein de démarches très intéressantes, un certain nombre de labellisations aussi qui sont intéressantes. Alors, les labellisations, c'est pas le label pour avoir le label, c'est plus le label pour s'inscrire dans une démarche d'amélioration continue, qui, pour moi, est ce qu'il y a de plus intéressant. Donc, finalement, avant de chercher à être labellisé un peu partout, chercher plutôt pas à pas, j'ai envie de dire même baby step by baby Ouais, step, c'est ça. essayer d'améliorer ses pratiques. Ça permet d'ailleurs quand on fait des baby steps, si on fait des erreurs, et ben c'est des baby erreurs et pas si on essaie de faire des grands pas et qu'on se trompe, et ben du coup on se trompe pas dans les grandes largeurs. Donc voilà, j'incite à le faire Et puis, petit à petit. si on n'a pas les moyens de faire une labellisation, on peut aussi trouver le référentiel et se l'appliquer tout seul sans forcément. Enfin voilà, on peut se dire on fait la démarche nous-mêmes et on n'est pas obligé de payer si on n'en a pas les moyens pour l'instant. Mais en tout cas, on sera engagé dans la démarche et déjà on peut communiquer dessus et c'est déjà bien. Exactement. Et surtout, ça vous permet aussi de choisir ce que vous préférez faire. C'est-à-dire il y a des actions pour lesquelles c'est plus facile ou c'est plus agréable. Et donc, on commence par ça et puis ensuite, on s'attaque Exactement.
Et finalement, commencer par le plaisir, c'est le meilleur moyen d'y arriver. Ouais. Je trouve que dans ces moments si difficiles, c'est le plaisir qui nous sauve. Et c'est le plaisir dans le travail, c'est le plaisir dans l'accueil, c'est le plaisir dans le contact, que ce soit avec ses équipes ou avec la clientèle. Et finalement, commencer par ce qui nous est le moins difficile, le moins désagréable et idéalement le plus plaisant, c'est le meilleur moyen d'y arriver. Et en plus, quand on est content, les clients le ressentent aussi. Enfin, donc, Absolument. c'est vertueux, en fait. Il y a du coup toute une bonne énergie qui se dégage de l'endroit. Donc ça, c'est aussi super important. Bah, merci beaucoup. On a fait le tour. C'était super. Je sais pas pour les gens qui nous écoutent s'il y a des questions. Il y a des gens qui sont arrivés en cours, donc je vais récupérer la vidéo et elle sera dans les IGTV, donc vous pourrez la revoir. Et puis ceux qui n'ont pas pu assister, bah pareil, elle sera. La dernière a été vue 350 fois, donc c'est que ça a quand même plu. Donc j'ai pas de peur que ça soit la même chose parce que c'est vraiment hyper intéressant et c'est bien de se projeter, je trouve, de temps en temps, de faire un stop et de se dire comment ça sera demain pour être avant les autres aussi. Enfin, c'est aussi ça comme ça que vous vous démarquerez. Donc c'est important. Donc je vais aussi mettre, je rappelle dans la bio le lien pour télécharger la présentation hyper complète d'Armelle, le travail de fou. Je vous ai mis aussi un petit questionnaire une nouvelle fois pour me dire ce que vous avez pensé de ce live. Et pour l'instant, j'ai pas d'autres dates de prévues, mais en tout cas, si vous avez des idées de gens que vous souhaitez voir, des thèmes que vous souhaitez aborder, enfin voilà, c'est aussi votre live. Hein. Moi, je l'avais lu l'étude, hein, donc c'est pour vous. Et ça me ferait vraiment plaisir que vous me fassiez des retours et puis que j'essaie de trouver les personnes qui vont bien pour qu'on puisse échanger. Donc voilà, et puis j'ai tout dit. Encore merci à vous, merci Armelle, merci d'avoir accepté l'invitation. Ça m'a fait super plaisir et je vous souhaite du coup une bonne soirée. Merci d'avoir loupé votre deuxième apéro en terrasse pour être avec nous. Et puis je vous souhaite à tous une bonne soirée. Je vous dis à très vite. Au revoir. À bientôt, bonne continuation. Merci, au revoir.